Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Week-end sanglant et meurtrier ici aux États-Unis avec 2 fusillades en moins de 13 heures qui ont laissé sur le carreau pas moins de 30 morts et 50 blessés. Des morts et des blessés qui relancent le débat sur la question des armes aux États-Unis. Du sang, il y en a également eu au Togo, cette fois sous forme de dons à l'occasion d'une opération lancée par des hommes et femmes des médias. Kayla Lawson nous en dira plus. Au Soudan, après 7 mois de tractations, pouvoir et opposition ont signé un accord de sortie de crise. De nombreux manifestants ont célébré cette signature dans les rues de Khartoum. Bonsoir. C'est un spectacle terrifiant auquel l'Amérique semble désormais habituée, celui de cette frayeur provoquée à chaque fois par des coups de feu meurtriers. Et ce week-end, l'horreur s'est encore produite ici aux États-Unis avec 2 fusillades qui ont fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés. Ce matin, le président Donald Trump a, dans une adresse à la nation, vivement dénoncé le racisme et le suprémacisme blanc. Abdourahmane Dia. La haine n'a pas sa place en Amérique. La nation doit condamner le racisme, le sectarisme et le suprémacisme blanc. Le président Donald Trump, le visage ferme, a mis en relief la fréquence des fusillades aux États-Unis. Alors que les démocrates appellent à un renforcement de la législation sur les armes à feu, le président s'est dit ouvert à la discussion, mais pointe du doigt la santé mentale et la haine des auteurs de ces violences. Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les personnes dérangées susceptibles de commettre des actes de violence. Et nous devons veiller à ce que ces personnes bénéficient non seulement de traitements, mais aussi, si nécessaire, d'un internement involontaire. La maladie mentale et la haine ont appuyé sur la gâchette, pas le pistolet. Le locataire de la Maison-Blanche a aussi dénoncé l'idéalisation de la violence à travers Internet. Avant son discours, le président a, dans plusieurs tweets ce lundi matin, appelé à une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu, une mesure qu'il veut coupler à une réforme sur la migration. Une idée qu'il n'a pas réitérée lors de son allocution, mais qui est déjà rejetée par plusieurs démocrates. Après 2 fusillades en moins de 13 heures, le nombre de tueries aux États-Unis a maintenant dépassé 250 cette année. Selon les autorités, le bilan des tueries le week-end dernier à Dayton, dans l'Ohio, et El Paso, au Texas, est de 31 morts et au moins 50 blessés. Au Congrès, des élus républicains et démocrates ont partagé leur réaction. C'est un reportage de Arash Arabazadi. Le récit est de Blanche Sano. Dimanche, à Dayton, dans l'Ohio, des coups de feu retentissent dans un quartier commercial vers 1 h du matin. Un homme armé est entré dans un magasin, a tué 9 personnes et en a blessé des dizaines avant que la police ne l'abatte. Quelques heures plus tôt, à El Paso, au Texas, une autre tuerie a eu lieu dans un centre commercial avant que les forces de l'ordre ne mettent la main sur le tireur. Bilan, au moins 20 personnes ont perdu la vie et 26 autres ont été blessées. Les responsables fédéraux ont qualifié ces actes de terrorisme intérieur. Le président Trump a réitéré sur Twitter son soutien au gouverneur du Texas. Il a déclaré que le FBI, les autorités des États et les autorités locales travaillaient de concert dans les 2 villes. Et ce lundi, il est revenu sur le dossier dans un discours. Le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, Julian Castro, a blâmé le tireur tout en soulignant que la rhétorique souvent enflammée du président engendrait la radicalisation des terroristes nationaux.
Il a ouvert la voie à cette manifestation accrue et toxique de suprématie blanche dans ce pays. Par la même occasion, en tant que leader de tout le pays, vous avez un rôle à jouer, soit attiser les flammes de la division, soit tenter d'unir des Américains de différents milieux. Le secrétaire général intérimaire de la présidence a déclaré que les tireurs de masse sont à blâmer et non le discours politique. Il n'y a aucun avantage à essayer de faire de cette question un problème politique. Il s'agit d'un problème social et c'est comme ça que nous devons voir les choses. Les seuls responsables ici sont ceux qui appuient sur la gâchette. Nous devons trouver un moyen de neutraliser ce genre de personnes dans notre société et non essayer d'en faire des arguments pour les prochaines élections. Malgré leurs divergences politiques, Julian Castro et Mike Mulvaney s'accordent sur un point, la réduction de l'accès aux armes à feu dans le pays. La solution consiste à s'assurer que ces armes de guerre ou ces armes semi-automatiques ne tombent pas dans les mains de personnes qui vont les utiliser dans la rue. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que les personnes malades qui ont l'intention de faire ce genre de choses ne devraient pas être en mesure d'acheter des armes à feu légalement. C'est le type de discussion que nous devons avoir. Au lendemain de ces fusillades, des milliers de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée de prière dimanche soir. Et à propos des armes et d'une autre espèce, Vladimir Poutine a mis en garde ce lundi contre la relance d'une course aux armements illimités après le retrait de Moscou et Washington du traité de désarmement nucléaire INF. Il appelle les États-Unis à un dialogue sérieux pour éviter le chaos. Le président russe a fait cette mise en garde lors d'une réunion de son Conseil de sécurité et s'est ensuite exprimé. Événement rare sous la forme d'une déclaration solennelle publiée par le Kremlin. Il a martelé que la Russie ne se lancerait pas elle-même dans la production de missiles nucléaires terrestres de portée intermédiaire interdits par le traité INF, mais le ferait sans attendre si Washington le faisait, ce qui signifierait le lancement d'une course aux armements illimités. Les États-Unis ont déjà annoncé vendredi le développement de nouveaux missiles conventionnels. Au moins 42 civils ont été tués dans une frappe aérienne contre le quartier Al-Khala à Morsouk, une ville du sud de la Libye. C'est ce qu'indique ce lundi un responsable local en accusant les forces de Khalifa Haftar. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU a confirmé cette frappe et a lui aussi attribué le raid aux forces du maréchal Haftar, rival du GNA. Ajoutons qu'Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de la situation en Libye avec pour objectif de soutenir un cessez-le-feu à brève échéance entre les parties en conflit. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir et la principale coalition d'opposition ont signé hier un accord à travers une déclaration constitutionnelle pour une sortie de crise. Dans les rues de Khartoum, les manifestants ont célébré ce nouvel accord qui devrait ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement de transition. Les détails avec Thierry Kaoré. Après 7 mois de tractations, les dirigeants de l'armée soudanaise et les leaders des manifestations sont finalement tombés d'accord pour une transition vers un régime civil. C'est un accord historique signé ici sous la médiation de l'Éthiopie. Cette journée sera mise en lumière dans l'histoire du Soudan, dans la mesure où elle instaure un régime civil et démocratique qui vise à établir un état de droit. Aujourd'hui, après la réussite de la volonté nationale, le résultat est que personne n'a perdu ou remporté la victoire, comme le stipule cet accord. L'intérêt du pays est au-dessus de tout le monde. Ce matin, dans les rues de Khartoum, c'est un soulagement pour ces Soudanais qui ont tenu tête au pouvoir militaire, parfois au péril de leur vie. Nous ne sommes pas seulement heureux, nous avons également donné une leçon au monde. Nous n'avons pas détruit notre pays, nous n'avons pas tué nos compatriotes, ni touché à aucune institution. Nous sommes restés patients pendant longtemps et nous avons donné une leçon au monde. C'est un jour historique pour le Soudan. C'est le début de la paix, du développement et de la sécurité. C'est ce que nous voulons, la paix, la sécurité et le développement. Et c'est ce que veulent les Soudanais. Cette déclaration constitutionnelle qui vise la restauration des programmes économiques a également donné un délai d'1 mois à partir de la signature de l'accord
pour créer un comité d'enquête indépendant chargé d'examiner les violations commises durant les protestations. Et puis un accord de paix a été signé ce week-end à Djenné, au Mali, entre plusieurs groupes d'autodéfense du centre du pays. C'était sous l'égide du Premier ministre Boubou Cissé. Les signataires de cet accord se sont engagés à ne plus faire recours aux armes et s'engagent également à s'impliquer davantage dans les efforts de paix et de cohésion sociale. Cet accord devrait aussi permettre de recoudre le tissu social et favoriser la libre circulation des biens et des personnes et renforcer le vivre ensemble. Les acteurs directement concernés ont par ailleurs décidé de tout mettre en œuvre pour le respect de ce document. Mon sang pour une vie est une opération de don de sang lancée par la section togolaise de l'Union de la presse francophone. Cette opération, soutenue par les autres organisations de presse togolaises, s'est déroulée ce samedi 3 août et a permis de collecter près de 100 litres de sang. Un reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Les journalistes, appuyés par leurs auditeurs, téléspectateurs et lecteurs, sont allés donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Cette opération dénommée « Mon sang pour une vie » vient en soutien au Centre national de transfusion sanguine CNTS qui traverse en ce moment une période de pénurie. Le centre traverse un grand moment de pénurie dû au fait que la grande population de nos donneurs sont des élèves et des étudiants. À partir du mois d'avril, ils rentrent dans les moments de révision et des examens. Donc on ne peut plus les fréquenter afin de trouver des poches de sang. C'est pourquoi quand vous venez au centre de transfusion sanguine, entre le mois d'avril et septembre, il y a toujours pénurie. Le hall d'accueil du CNTS a refusé du monde, plein à craquer du fait de la forte mobilisation. Les journalistes que nous sommes, participants à cette opération, ça peut faire foi à la population de se dire, mais écoutez, nous aussi, nous pouvons faire. Non, il faut démystifier la chose. Je donne mon sang pour sauver une vie. Ce sang que vous donnez aujourd'hui peut aider une personne dans une situation difficile à guérir et à survivre. Pour cette seule journée de samedi, 233 poches de sang ont été collectées. Cela répond au slogan de l'opération qui est « Le sang doit attendre le malade ». Si le sang n'attend pas le malade, au moment où il en a besoin, on lui dit « Trouvez-nous du sang dans les 30 minutes, sinon vous perdez votre proche parent ». Si le sang n'attend pas le malade, vous imaginez que nous ne pouvons pas sauver vraiment des vies. Fort du succès de cette opération, les organisations de presse du Togo comptent lancer prochainement une campagne nationale baptisée « 100 000 poches de sang pour le Togo ». Kayi Lawson pour VOA Afrique, Lomé. La police hongkongaise a de nouveau tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants pro-démocratie lundi après-midi, alors que l'ex-colonie britannique avait été paralysée dans la matinée par des opérations de blocage du métro. Ces heurts sont survenus dans le quartier populaire de Wong Tai Sin, les forces de l'ordre tentant de débloquer des contestataires radicaux qui bloquaient une autoroute urbaine. Les États-Unis et les talibans se sont rencontrés dimanche à Doha pour une deuxième journée des discussions sur un accord visant à mettre un terme à un conflit qui dure depuis 18 ans en Afghanistan. Les pourparlers, qui en sont à leur 8e cycle, ont commencé samedi, mais il n'était pas clair s'ils se poursuivraient ce lundi, aucune des deux parties n'ayant fait de commentaires à ce sujet. Et puis, après 4 jours de trêve, le régime syrien a repris aujourd'hui ses frappes contre le régime d'Idlib, dominé par les djihadistes, après avoir fait état de victimes dans la chute d'obus près d'une base de son allié russe dans l'ouest du pays. La province d'Idlib et des zones de provinces voisines d'Alep, de Hama et de Latakia, dominées par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, échappe toujours au contrôle du régime de Bachar al-Assad. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Ils sont venus apprendre de nouvelles techniques de leadership. Ils sont 76 officiers venus du monde entier. 18 pays africains sont représentés dans cette résidence annuelle de l'école de guerre de l'armée des terres des États-Unis. Et nous irons en Afrique du Sud pour parler recyclage, un secteur qui donne du travail à quelques 9000 personnes dans la ville de Johannesburg. En sport, fin du premier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Les affiches de la dernière phase sont connues. Pas moins de 76 officiers venus de par le monde viennent de passer une année à Carlisle, en Pennsylvanie. Ils sont venus apprendre de nouvelles techniques de leadership dans le cadre du programme de résidence annuelle de l'école de guerre de l'armée des terres des États-Unis. 18 pays africains sont représentés dans la promotion 2019 de Carlisle, en Pennsylvanie. Le reportage de notre envoyé spécial, Arzuma Compaoré. L'école de guerre de l'armée est l'institution d'enseignement supérieur de l'ensemble de l'armée de terre américaine. Sur environ 400 étudiants par an, 80 places sont réservées à des stagiaires internationaux dont la présence a pour objectif de favoriser les relations, d'améliorer l'interopérabilité et de nouer des relations à long terme avec les responsables militaires et civils venus des 4 coins du monde. Ils utilisent soit leurs propres fonds dans le cadre d'une transaction militaire étrangère, soit ils utilisent un programme de subvention. Celle la plus utilisée est le programme international d'éducation et de formation militaire qui est financé par le département d'État et exécuté par le département de la Défense. Le lieutenant-colonel Bamouni Yves Didier a été envoyé par le Burkina Faso en tant que stagiaire international, membre de la promotion de 2019. Un choix dont il dit être le plus fier et entend en profiter pleinement. Avoir l'opportunité de venir dans cette école qui est une grande école et une des grandes écoles du monde, je dirais, c'est vraiment être parmi les privilégiés et avoir cette chance-là d'être ici. J'ai compris déjà l'immensité des défis aussi qui se présentent à moi. Pour la plupart des stagiaires, il s'agit d'une première expérience destinée à les faire passer d'un niveau de leadership tactique à un niveau stratégique. Au niveau stratégique, vous raisonnez sur la façon de collaborer avec les civils, les autres services et sur la manière dont vous pouvez vous accorder sur la formulation des stratégies dans les domaines de l'économie, de la défense, de la diplomatie. Rassemblons tout ceci pour donner les bases de ce dont un État a besoin pour projeter sa souveraineté nationale ou ses relations avec les autres pays. Avant de venir ici, je ne savais pas que moi, en tant qu'officier militaire, je pouvais partager mes idées avec les politiciens pour les conseiller dans leur processus de prise de décision. Être à la table des dirigeants civils pour discuter de problèmes et donner mon point de vue militaire. Et après avoir écouté le point de vue civil, proposer une politique très équilibrée qui adresse des problèmes de sécurité nationale. Le colonel Hoja est la première femme africaine à rejoindre l'école de guerre de l'armée de terre américaine. Elle dit que ce n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une vocation pour inspirer les filles du continent africain. Bon vent à tous. Donc, plein feu sur les stades. C'est la chronique sportive du lundi avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. On commence par le sport, roi. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, le football, donc, pour commencer avec la phase retour du premier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020.
Le Mali a remu le couvert hier au stade Modibo Keïta de Bamako face à la Guinée-Bissau. 3-0 après l'avoir déjà battu 4-0 à l'aller. Satisfaction pour le coach des Aigles locaux, Noum Diané. Après le match aller, on a été clair avec les joueurs. Ici, c'est un autre match qu'on allait jouer. D'abord, il faut quand même tout faire techniquement pour avoir le ballon. Parce que c'est ce que nous avons fait pendant 4 mois, la préparation que nous avons eue. Avoir le ballon, et ça ne suffisait pas aussi. Il faut aussi parvenir à se créer des occasions. Et les occasions qu'on allait se créer, il faut les mettre au fond. Je pense que sur ce match-là, j'ai marqué 3 buts. Et 3 buts, je ne dirais pas que je suis satisfait quand même, mais je pense que c'est satisfaisant par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Dans les autres rencontres, la Guinée équatoriale est venue à bout du Tchad 2-1 après un match nul 3-3 à l'aller. C'est passé pour le Zimbabwe, vainqueur 3-1 de l'île Maurice. Madagascar s'en est tiré malgré sa défaite 3-2 devant le Mozambique. Les Malgaches l'avaient emporté 1-0 à l'aller et malgré son nul 0-0 au retour, la Namibie passe grâce à sa victoire 2-0 à l'aller devant les Comores. Défait à l'aller justement 1-0 par le Libéria. Le Sénégal a renversé la vapeur 3-0 au retour. Désormais, toutes les affiches du dernier tour sont connues. Dans la zone nord, il y aura un duel maghrébin entre le Maroc tenant du titre et l'Algérie. Dans la zone ouest, ouest A, le Mali fera face à la Mauritanie et le Sénégal jouera contre la Guinée. Dans celle ouest B, on aura Togo, Nigeria, Niger-Côte d'Ivoire et Ghana-Burkina Faso. Dans le centre du continent, la Centrafrique fera face à la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale défiera l'autre Congo. À suivre aussi Burundi, Ouganda et Éthiopie, Rwanda. Parlons transfert, c'est fait. Ismaël Benasser a signé à l'AC Milan. L'annonce a été faite par Milan qui a engagé le milieu de terrain algérien pour 5 ans. Formé à Arles-Avignon, l'ancien international français des moins de 19 ans a longtemps été la vedette dans les équipes de jeunes d'Arsenal entre 2015 et 2017. Sans réussir à s'imposer en équipe première, Benasser vient de passer une saison pleine en Série A, la première division italienne avec Empoli qu'il a acquis à l'été 2017 et a réalisé une superbe Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe algérienne qu'il a remportée. Benasser a même été élu meilleur joueur de la CAN. Regardez ceci maintenant. Ça se passe en Autriche. Santi Cazorla du club espagnol de Villarreal. Lors d'un stage de pré-saison, se joue du défenseur du club local du FC Köln. De quoi annoncer les couleurs pour la reprise de la Liga. Les sous-marins jaunes feront face à Grenade le 17 août. Et lorsque les épouses et enfants des joueurs sont invités à une séance d'entraînement, ça donne ça. Voilà, on se retrouve demain. Bien sûr, on vous attend demain. Yacouba. La Tanzanie envisage de mettre en place une ligne téléphérique sur le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique classé comme un site du patrimoine mondial. Avec ce projet, le pays veut augmenter le nombre de touristes, mais de nombreux porteurs et guides craignent de perdre leurs emplois. C'est un reportage de Charles Combé, récit Blanche Sanou. Le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, est une source de revenus pour de nombreuses personnes dans la ville de Moshi en Tanzanie. Entre le commerce et le tourisme, la montagne fait vivre environ 250 000 de guides et de porteurs, comme Cynthia Wita, âgée de 37 ans. Honnêtement, ce travail m'aide beaucoup. J'ai une famille, dont 3 enfants. Je suis celle qui paie les frais de scolarité et les dépenses quotidiennes de ma famille. Mais les porteurs et les guides craignent pour leur travail après que le gouvernement a annoncé un plan de construction d'un téléphérique sur le Kilimandjaro cette année. Les autorités tentent de mettre en avant les avantages de ce nouveau moyen de transport qui sera plus utile pour les personnes âgées et les enfants, mais certains restent sceptiques. Ils ne nous disent que les avantages, mais nous ne connaissons pas ces effets négatifs sur la génération actuelle et la génération à venir. Nous sommes déroutés, nous ne savons pas comment nous allons en tirer profit. Chaque année, environ 50 000 touristes escaladent le Kilimandjaro, apportant des dizaines de millions de dollars à la région.
Les autorités tanzaniennes estiment que les téléphériques augmenteront le nombre de touristes jusqu'à 50% en facilitant l'accès à la montagne. Nous nous attendons à plus d'escalade au sommet de la montagne cette année et cela ne devrait pas inquiéter nos gens de perdre leur emploi. Bien sûr, les changements ont des effets. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que la Tanzanie soit la même dans 100 ans et nous ne devrions pas avoir une nation prête à avoir des porteurs à vie. Nous avons besoin de changements. La Tanzanie procède actuellement à une étude d'impact social et environnemental avant le début des travaux de construction du système de téléphérique du Kilimandjaro. Si nos emplois sont assurés et que ces clients dans les téléphériques n'ont aucun impact négatif sur nous, je pense qu'il n'y aura pas de tension entre les porteurs et le gouvernement. En attendant, Cynthia Wita transporte un sac à dos de 20 kilos pour un autre voyage en montagne car l'avenir de sa famille repose sur ses épaules. Allons à Johannesburg, en Afrique du Sud, parler recyclage, un secteur qui fait vivre près de 9000 récupérateurs. C'est un reportage d'Anita Powell, le récit est de Thierry Kaoré. Les ordures d'un homme peuvent constituer le pain et le beurre d'un autre. Luanda trie les poubelles de Johannesburg depuis 9 ans. Il est l'un des 9000 récupérateurs de la ville, un réseau informel de travailleurs qui collectent et vendent des produits recyclables. Son travail a un impact important. Les universitaires estiment que les récupérateurs collectent et recyclent jusqu'à 90% des emballages et papiers usagés en Afrique du Sud. Un travail qui permet aux municipalités d'épargner jusqu'à 52 millions de dollars d'espace de traitement de déchets par an. Vous avez des gens assez riches qui achètent des choses et les jettent quand ils ont encore de la valeur ou peuvent être réutilisés. Et vous avez ceux qui sont si pauvres qu'ils sont prêts à fouiller dans les ordures des autres pour extraire ces matériaux afin de gagner leur vie. Luanda, qui n'a pas pu terminer ses études en banque pour des raisons financières, dit qu'il voit une grande valeur dans son travail. Nous subventionnons littéralement la communauté et les municipalités en fait. Parce qu'un récupérateur moyen collecterait environ 200 kg de déchets par jour. Vous multipliez cela par 9000 récupérateurs, cela porte à environ 2 millions de tonnes ou quelque chose comme ça. Les récupérateurs à Johannesburg essaient de faire pression pour obtenir une reconnaissance à travers des groupes tels que l'Organisation des récupérateurs africains. L'environnement est propre. Le travail que je fais me rend plus fière. Même quand les gens essaient de me rabaisser, je continue à porter ce drapeau, celui d'être une récupératrice. Pour les récupérateurs de Johannesburg, c'est une autre façon de voir les problèmes. Là où la plupart des gens voient des ordures, ils voient plutôt une opportunité et une chance de rendre leur monde un peu plus propre. Fin de ce journal. Bonsoir.